vous explique la gravité de l'affaire. La gravité de l'affaire, c'est que pour Pythagore, il n'y a pas d'infini, il n'y a pas de continu. Or, qu'ont fait les mathématiciens sont arrivés là, il y a Cantor et tout ça, suivi par Hilbert et tout ça, ils ont foutu le bordel parce qu'ils ont introduit le continu, c'est qui est ridicule. Le continu, c'est ridicule. Vous ne pouvez pas couper. Si vous prenez une table, si vous la coupez en deux bouts, après des deux bouts, vous arrivez à la molécule de table. Après, quand vous coupez la molécule, c'est plus une table. Il n'y a pas de continu en physique. Bien sûr. L'idée dès que la plus con de l'histoire, c'est d'avoir oublié Pythagore et d'avoir introduit le continuum et l'infini. Il n'y a pas d'infini non plus. Mais les mathématiques, c'est pas la physique. Non, tais-toi. Francis arrête avec la pensée de Parménide. Comment? Ce que tu viens de dire, c'est contradictoire avec la pensée de Parménide. Non, parce que pour Parménide, il a dit... Parménide est pour le continu. Ah ben c'est un con. Non mais attends. Francis, Ah ben, j'avais pas. Non mais attends. Moi, il a déconné. C'est un atomiste. Non mais il a déconné là. Mais le reste, quand il a dit tout, ce qui compte, c'est la conservation. Et justement, attention, ils ont fait une autre erreur, les physiciens modernes. Ils ont dit, les lois de conservation, c'est lié à une symétrie. Oui, d'accord. Mais il y a beaucoup plus fondamental. Une loi de conservation en physique, comme par exemple la conservation de l'énergie, c'est lié à un calcul. Donc c'est lié au nombre. Donc quand la physique quantique est apparue, ces bandes d'imbéciles, physiciens classiques, ils ont dit, mais c'est pas possible, même Planck qui a... Je sais que c'est pas tout le mérite d'avoir dit à propos de la théorie de Planck, plutôt de l'artifice de calcul de Planck, parce que lui-même considérait ça comme un artifice de calcul. Et Einstein, et ça lui a valu un prix Nobel d'ailleurs, a dit bah si, c'est comme ça dans la réalité. Voilà. Hein, c'est exactement la même chose que Copernic. Einstein a dit que l'artifice de calcul de Planck, les quantas, et ben c'était pas qu'un artifice de calcul, c'était réel. Non, c'est Poincaré qui l'a dit. Pourquoi t'as trouvé ça? Ah bah ils ont le droit de choses. Non mais Francis, Ah bah Einstein il a eu un prix Nobel à cause de ça. Non, il n'a pas eu le prix Nobel pour ça. Il a eu le prix Nobel pour un jeu. Non, il a... Attends, je peux dire un mot. C'est pas du tout pour ça, je crois que c'était pour un autre brevet. Non, mais c'est pas ça. Il faut savoir une chose, c'est que Copernic était mandaté par le pape pour réformer le calendrier. Et il a dit, c'était un érudit, c'était un chanoine augustinien polonais, c'était un religieux, Copernic, et c'est lui qui a révolutionné la science en introduisant le système héliocentrique. Mais il n'a pas dit le soleil est au centre du système solaire. Il a dit tout se passe comme si les calculs sont plus simples. Et le pape a dit amen, c'est bien, c'était un artifice de calcul. Copernic, c'était un artifice de calcul. Un siècle après, il y a Galilée qui vient et dit c'est pas un artifice de calcul, c'est comme ça. Et il a fallu être excommunié. Eh bien, c'est exactement pareil, c'est pour ça que je parle de ça, entre Einstein et Planck. Planck a dit tout se passe comme si. Et Einstein a dit c'est pas tout se passe comme si, c'est comme ça. Oui, Einstein, par rapport à Planck, c'est exactement comme Galilée par rapport à Copernic. Non, mais c'est pas Galilée, c'est Newton. C'est pas du tout ça, non. Je vous explique la réalité. Et ça va paraître dans mon bouquin. Newton est venu après. Ça va apparaître dans mon bouquin. Einstein voulait te faire remarquer. C'était un jeune, un connard, il avait tout raté, il n'avait même pas pu rentrer. C'était un petit connard, donc il a voulu se faire remarquer. Donc quand il a vu que Planck avait introduit une quantification, il a dit tiens, il y a une symétrie entre la matière et le rayonnement. Il a dit tiens, je vais aussi quantifier en même temps le rayonnement. Il a introduit le photon baladeur, ce qui est une grosse connerie. Donc Einstein a fait une grosse erreur terrible. Non, c'est une erreur. Moi, je te dirais. C'est une erreur terrible. T'as vu, Je voudrais vous emmener sur un autre terrain. Par exemple, moi, ce qui me frappe, c'est que tout comme Pythagore, Newton s'intéressait quand même à l'alchimie, ah oui, à l'astrologie. j'ai découvert très tard. Il était membre de la Royal Society, qui était un groupe de francs-maçons à l'époque. Ah oui, tout à fait. Il était ami du pasteur Anderson. Ah, il faisait de la magie blanche, hein. Mais la question que je me pose, Il a traduit. c'est il y a quand même des génies, quoi. Non, mais il a traduit la table d'émeraude de l'arabe en anglais. Parce que la version grecque avait disparu. Newton, c'était un érudit, il connaissait des tas de langues. C'était pas ce qu'on croit. Il a 80% de ses écrits, c'était sur l'alchimie, sur l'astrologie, sur des trucs tout à fait ésotériques. Hein. Attends, mais c'est C'est Kepler qui a cherché la visibilité. C'est lui le premier qui a cherché les régularités dans les orbites. Il a trouvé la troisième mois après 10 ans, alors que c'était la loi la plus simple numérique.
Standoul. Kepler, Ah, ça va être oui, non, mais Kepler est venu. Tu connais la troisième loi? Alors là, je ne sais plus quel est l'ordre des numéros, mais je connais. Il y a 3 dimensions dans Ce l'espace. sera, par exemple. Donc c'est L au cube, puis il y a 3 dimensions dans l'espace. Alors maintenant, attends. C'est L au cube proportionnel à T au carré. Et Kepler a cru aussi que les orbites des planètes se répartissaient comme les polyèdres réguliers. Bah, bien sûr, il a cherché une régularité. C'est Or, logique. nous savons que là, c'est de la magie. Autrement dit, ça n'a rien à voir avec la science. Oui, mais non, mais attends, il n'a pas fait les nombres. Il a voulu faire la géométrie, il fallait faire les nombres. Il sait qu'il n'a pas fait. Parce que moi, j'aurais trouvé cette loi en 5 minutes. Hein. Il a mis 10 ans, sans doute. Oh, Parce que la première chose à faire, t'as les périodes. T'as les périodes et t'as les distances. Première chose à faire, tu regardes, c'est le carré des périodes est proportionnel au cube des distances. Puisqu'il y a 3 dimensions dans l'espace. C'est la première chose à faire. Et cette loi de Kepler, c'est la loi la plus simple numérique. T'as compris? Donc il a fait. Alors ça veut dire que ça faut que tu en parles dans ton bouquin. Kepler, il a été pythagoricien, mais pas assez. Il n'a pas été jusqu'au nombre. Il fallait travailler les nombres. Non, mais je peux dire un mot. Non, Ce qu'il faut savoir, c'est que le fondateur de la mécanique terrestre, c'est Galilée. Le fondateur de la mécanique céleste, c'est Kepler. Mais sur la base du système héliocentrique de Copernic. Et le coup de génie de Newton, c'est d'avoir unifié la mécanique terrestre de Galilée et la mécanique céleste de Kepler, parce qu'il était inspiré par la table d'émeraude qu'il a traduite. Moi j'étais à Cambridge, j'ai vu la traduction de Newton de la table d'émeraude, qui dit ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Parce qu'Aristote disait il y a deux mondes. Il y a le monde sous la Lune, le monde au-delà de la Lune. Les mondes sont séparés. C'est Newton qui a dit ils ne sont pas séparés, les deux mécaniques sont identiques. Et là, il a été véritablement inspiré par la table d'émeraude, par l'alchimie. Non, c'est le principe d'unité. Non, c'est qu'il a expliqué le principe d'unité de Pythagore. Cette histoire de pomme sous un arbre, cette histoire de pomme sous un arbre, c'est une légende. Il a fabriqué pour camoufler ses emprunts à vous, parce que là, non, mais c'est le principe d'unité. Newton, n'écoute pas. Newton a copié la loi en 1 sur R2 de Hooke, et pour camoufler, il a raconté une légende de pommes sous un arbre, etc. En réalité, il a voulu unifier le ciel. En réalité, il a unifié les deux mécaniques, ça c'est de lui, c'est parce qu'il était alchimiste qu'il pouvait le faire. C'est un principe pythagoricien, l'unité. Non, c'est pas. Si, c'est un principe pythagoricien, on l'a bien dit. C'est alchimique, ça n'a rien à voir avec Si, Pythagore. c'est l'unité. C'est alchimique. La preuve, c'est que justement, en étendant cette loi, en étendant cette loi, j'ai introduit la molécule gravitationnelle et j'ai calculé le rayon de l'univers une deuxième fois. Tout est unité, il n'y a qu'un seul Dieu. Non, mais j'ai unifié avec le cosmos. J'ai été plus loin que Newton, moi, attention. C'est Francis qui a tout. Je m'appelle pas Newton. Non, mais j'ai calculé parce qu'il n'y croit pas au rayon. Lui, il croit que le rayon de Hubble est variable dans sa tête. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais donc il n'y a pas de Big Bang. T'es d'accord avec moi? Ça n'a rien à voir. Si, il y a quelque chose à voir. Donc si tu dis que le rayon de l'univers est constant, ça veut dire qu'il n'y a pas de Big Bang. Il n'y a pas d'expansion de l'univers. On vous a menti depuis le début. Non, il n'y a pas d'expansion de l'univers. L'abbé Lemaitre, qui est quand même. C'est un connard, il n'a rien compris. C'est un homme de Dieu. Oui, mais c'est un connard. Il n'a rien compris. Mais Francis, puisque je l'ai calculé en 3 minutes. en 3 minutes. Francis et Jean, voilà, je pense que là. Faut pas que tu l'écoutes. Jean, Faut le tirer. Je dis une chose importante. Non, tu ne peux pas tout le temps. Tu racontes des tas de détails historiques qu'on trouve dans Wikipédia. On n'a pas besoin de toi pour faire ça. Je dis une chose importante. Il répète le Wikipédia. J'ai fait le rapport entre Newton, Copernic, pas Copernic, Kepler et Galilée. Il m'a fait oublier ce que je voulais dire. Tu radotes. De toute façon, c'est un ta gueule parce que tu radotes. Ça, c'est la tactique. Tu es nul, tu es un nul. Voilà, c'est l'exemple du scientifique qui se croit scientifique. Il est nul. Vous avez un gros nulard. C'est ce qu'on appelle la vie. T'as qu'à m'écouter un peu. C'est un trotskiste, mon vieux. J'ai 1000 ans d'avance sur toi. Tu C'est fermes ta la gueule. méthode des trotskistes. Mais non, il n'arrête pas de parler. Tu fermes ta gueule. Francis, c'est un Tu trotskiste. fermes ta gueule. C'est un trotskiste. On parle de Pythagore. Je proteste, en tant qu'ancien trotskiste, je demande à ce qu'on mette pas Trotsky de Ah oui, non, c'est vrai. Ça, il faut pas quand même. Faut pas dénaturer Trotsky en mettant Francis dans le. Faut pas, non, lui, il faut pas l'écouter. C'est justement, c'était un perturbateur, ce gars-là. Il comprend rien, il n'a rien compris au monde. Il connaissait même pas le 137. C'est une honte.
que vous avez devant vous. J'aimerais conclure parce que quand même, Bon, alors, une chose importante. je vais juste terminer. Hein. Non, mais t'es la honte. Attends, il y a une idée qui me revient, là je vais l'oublier encore. La honte. Je crois que Francis a oublié de dire ça, ça m'étonne de sa part. C'est quoi? Ça Oh là là là, m'étonne. C'est quoi? Parce que Francis est tellement humilié de son moi, de son ego, Non, j'ai trouvé il a tout. oublié une chose importante, c'est que Pythagore est le fondateur de la gamme diatonique moderne. Pourtant, Francis est musicien, c'est lui qui aurait dû le dire, et c'est moi qui le dis. C'est Pythagore qui a fondé la gamme musicale qu'on utilise encore aujourd'hui dans les instruments anciens. Alors c'est Zarlino, au XVe siècle, qui l'a un peu modifié, et c'est Bach, dans le piano bien tempéré, qui a... Oui, je l'avais dans mes écrits, j'ai abrégé parce que c'est tellement passionnel. Voilà, alors là, il a oublié de me dire ça, mais ça va. Parce qu'il est musicien, Francis. C'est un excellent accordéoniste. Non, mais les noms sont basés, la musique est basée sur les noms, mais c'est le 137 que tu n'as jamais vu. Il a fait tout un bouquin, tout un article sur la musique, il n'a même pas vu qu'il y avait le 137 dedans. Ça prouve bien que c'est pas... Moi, je voulais vous emmener sur le terrain de la philosophie, mais vous Non, philosophie, non. Avant de terminer, Philosophiquement, ce qu'il faut en conclure, c'est que les gens ont rejeté Pythagore. Ils ont rejeté Pythagore, qui avait raison depuis le début. Et c'est pour ça que la science actuellement s'effondre complètement. C'est-à-dire qu'à cause des phénomènes d'argent, les scientifiques sont devenus des professionnels et ils ont établi des carrières. Et c'est depuis ce moment-là, au début du siècle dernier, que tout s'est dégradé. Tout s'est dégradé. Parce que l'époque des chercheurs individuels passionnés, ceux-là ont été mis de côté. Moi, quand j'ai montré à Orsay, la plus grosse université d'Europe, que le rayon de Hubble se calculait en 3 minutes, ils m'ont pas voulu m'écouter. Ils m'ont censuré pendant 9 ans. J'ai pas pu publier pendant 9 ans. Ils m'ont mis sur la touche en plus, dans la plus grande académie, alors que j'avais raison. Maintenant, ça sort que j'avais raison. Donc, autrement dit, tout le système scientifique actuel, il est mauvais. Vous avez un exemple. Non mais Francis, est-ce que je peux t'interrompre? En fait, en réalité, ce qui se passe à travers l'histoire, que ce soit dans le domaine des sciences ou dans d'autres domaines, tous les gens qui sont précurseurs, c'est-à-dire tous les gens qui sont des visionnaires, ils ont toujours été rejetés, exclus. C'est comme ça. Je veux dire, bon, il y a des gens qui sont établis, qui ont une façon de voir, une façon de penser, ils n'ont pas envie d'être dérangés, peut-être ça les emmerde, ou peut-être tout simplement ils sont dépassés. Voilà, donc c'est pas une nouveauté. Pas nouveau, mais quand même là ça devient grave parce que... Maintenant, il y a une histoire de fric. Je veux dire, par exemple, on voit bien avec le Covid, c'est effrayant. Le procès qu'on a fait à Raoult, moi je trouve ce type, je trouve un peu mégalomane, il faut bien le dire. Mais en même temps, il sait de quoi il parle, c'est son domaine. Et en réalité, ce qu'il dit, c'est vraiment, ça relève du bon sens. On n'a pas besoin d'être... Quand il dit, par exemple, moi je suis médecin, je suis praticien, la chloroquine, ça fonctionnait, ça évitait aux gens d'aller à l'hosto pour des choses plus graves, je leur donnais de la chloroquine, je ne sais pas trop quoi, un protocole que... Ben non, il faut vendre des trucs qui coûtent une fortune, il faut attendre que le vaccin soit sorti, mais alors on s'en fout que des gens crèvent, c'est quoi ce truc? Ben oui. Tu vois les choses de manière trop simple. Moi je ne C'est crois pas si pas. simple que ça. Je ne crois pas. D'abord, Je je dirais que la critique qui me vient à l'esprit quand j'entends, et j'entends aussi les commentaires concernant Raoult, il quitte sa casquette de grand praticien, grand médecin très connu, spécialiste, internationalement connu, pour parler de sa pratique. Et à ce moment-là, finalement, il prend sa casquette de généraliste. Et il constate que empiriquement, il y a des choses qui marchent. Mais empiriquement, il y a des choses qui marchent, ce n'est pas la méthode scientifique. Je m'explique. Il l'a dit. Empiriquement, quand il y a un volcan qui t'envoie des pierres sur la gueule, en Amérique du Sud, et que pour calmer le dieu du volcan, tu lui sacrifies une ou deux vierges, ça marche. Le volcan finit par se calmer. C'est le grand n'importe quoi. Là vraiment, ton exemple est bidon. Je suis désolé. C'est nul, mais c'est... Mais je vous dis que l'heure elle est grave, l'heure est grave, vous êtes là, on vous prend pour des imbéciles depuis le début. Lui, le grand matheux, là, il a... Non mais on vient avec cerveau. C'est pourquoi je vais te dire ça, parce que tous les gens qu'on voit sur les chaînes de télévision pendant cette histoire de Covid, quand on voit la liste qui est parue dans le Parisien de tous ces gens qui touchent de l'argent, des laboratoires pharmaceutiques, tu vois leur nom, et tu vois ceux qui viennent nous parler de Raoult en disant que c'est un monstre, que ceci, que cela, c'est un con qui ne connaît rien. Bon, si quand même, il doit y avoir quand même conflit d'intérêt, non? Je veux dire, s'ils touchent des milliers et des cents de la part de laboratoire, et qu'en même temps ils viennent dire, bah c'est des
là Non, mais toi, t'es philosophe. C'est important ce problème de Raoult. Mais là, ce que je vous dis, c'est beaucoup plus important, puisque ça touche toute l'histoire de l'humanité. Pythagore avait raison depuis le début, on l'a ostracisé, on l'a mis dans un coin. Il y a l'autre qui a la télé qui dit « Oh, il y a encore les Pythagoreens ». Alors que c'est lui qui avait raison, tout est basé sur les noms, et j'ai la preuve. La preuve, je viens de l'établir. J'ai établi la connexion entre les noms qu'on trouve dans l'ADN et l'axe topologique qui résout la cosmologie. C'est précis à 10-7. 10-7, c'est un problème utile pour gagner en auto. Donc maintenant c'est fini, ça va apparaître dans le journal de mathématiques pures. On arrête tout. On détruit tout, on détruit l'école normale, l'école polytechnique. Tout ça, il faut les raser. Il faut les raser. Parce que il faut reprendre l'éducation communale des gens, des mathématiciens, pour leur apprendre la propriété des nombres simples. Ils ne connaissaient même pas son nombre parfait. T'as vu le niveau? Mais non, ça va être on va pas tarder. Je conclue là-dessus. L'heure est très grave et vous ne réalisez pas l'importance de la gravité. Voilà. Il faut tomber le masque. Les gars comme Einstein et compagnie, c'était des nuls. J'affirme qu'Einstein était un nul complet. Voilà. Il n'a même pas fait un calcul élémentaire de niveau bas en 3 minutes. Je n'ai pas demandé de tomber le masque, je demandé de mettre le masque. Non, mais c'est fini. Bon, alors je voudrais quand même, avant qu'on se quitte, vous remercier d'avoir affronté la pluie. Et le Covid, il est venu quand même. Non, mais je voudrais avoir la réaction. Alors ça a été très. Je voudrais avoir la réaction d'un philosophe ça a été... à qui j'annonce qu'on est dans une époque catastrophique que vous ne réalisez pas. Que ça va être inscrit dans l'histoire de l'humanité. Ce qui se passe actuellement va être inscrit en lettres de flamme. Alors quel est la télé. Moi j'ai envie d'écouter. Non, tais-toi, c'est Alain qui a la parole. Moi j'ai envie d'écouter Francis dans Tais-toi, on t'a dit de fermer ta gueule. J'ai envie d'écouter Francis dans l'émission de Christine Kelly. Tu connais l'émission de Christine Kelly? Ça me dit quelque chose. Il y a Eric Zemmour, il y a. Il a raison de donner Zemmour. Mais moi je veux le plus fort. Non, mais j'ai envie de t'écouter dans cette Je émission. ne m'appelle pas Zemmour. Alors, je veux savoir quelle est la vie d'un philosophe à laquelle je viens de démontrer que le principal philosophe de l'histoire des sciences a été édulcoré. On l'a mis de côté. Voilà. On n'a pas écouté, on a enseigné des conneries aux mathématiciens. Lui, il a gobé le continu, il a gobé l'infini. Il n'y a plus d'infini en particulier. Non mais attends, je peux dire un mot? Non, Francis a raison. Il a raison et il a tort. Oui, bah, tu fermes ta gueule. Il a raison sur le principe. Je demande à Alain ce qu'on a dit. Il a raison. Alain, est-ce que tu as un avis sur la gravité de la situation? Adresse-toi à des scientifiques. Non, toi, t'es pas un scientifique, c'est déjà dit. T'es pas un scientifique, toi. Toi, tu fais des conférences, tu fais parler les gens et tu copies les autres. On t'a vu à l'heure. Ils copient en plus. Ils trouvent rien, ils copient. C'est des lamentables. Alors, il copie. Son idole, c'est Einstein, le roi des copieurs. Voilà. On a les preuves. Non seulement c'était un imbécile, en plus c'était un copieur. Bon, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la philosophie? C'est un fuyard. Il refuse la contradiction. Non, toi ça va. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire? À bientôt. Est-ce que tu sais que... J'espère que ça va être sans le masque.